Et pour évoquer le sujet plus en détail, nous recevons ce soir en studio John Bousemoké, journaliste spécialiste de la santé publique. Il est avec nous ce soir à Moscou, exceptionnellement. Bonsoir. Bonsoir, M. Bousemoké. Bonsoir et merci de m'avoir accueilli sur ce cadre. L'heure est apparemment grave sur une partie du continent africain. On parle aujourd'hui de 220 morts, de quelques centaines de cas détectés et 1745 contacts qu'on a pu suivre. Donc c'est que 20% de tous ceux qui ont été contaminés finalement par ce virus. Est-ce que c'est dangereux? De quels moyens dispose-t-on aujourd'hui pour lutter contre cette souche? C'est extrêmement dangereux parce que c'est un nouveau variant d'ailleurs, le variant Muzibongo, qui n'est pas le variant Zaïre qu'on a croisé ici d'ici quelques années. La RDC avait vaincu parce qu'on avait le vaccin pour le variant Zaïre. Maintenant, nous avons un variant qui n'a pas, bien évidemment, des antivirus. Et donc, c'est très compliqué pour le moment parce que les chercheurs doivent prendre du temps pour découvrir une solution à donner à la population. Et vous le savez, le contexte sécuritaire à l'Est, qui est l'épicentre du virus, est extrêmement dangereux, en tout cas au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que pour acheminer les médicaments dans un contexte sécuritaire désagréable, ce n'est pas toujours possible. Et donc les dangers restent encore plus élevés. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, du fait de ces affrontements avec les groupements armés, on peut donc craindre que ces médicaments, cette aide humanitaire déjà pas nombreuse malheureusement, soit volée ou détournée? Alors, vous l'avez peut-être, on l'avait vu dans les journaux de télévision et sur les réseaux sociaux, qu'il y a même une partie de la population qui s'acharnait sur le médecin qui venait avec le médicament. Et donc, allez-y comprendre, le contexte sécuritaire empêche en tout cas une lutte plus large, empêche une lutte plus coordonnée avec l'OMS. Vous savez, le groupe rebelle du M23 qui a déjà Goma et Bukavu, qui prennent aussi la lyre en montant avec le virus, sont aussi concernés majoritairement. Et le gouvernement de Kinshasa ne collabore pas directement avec le rebelle du M23. Donc ça reste seulement l'OMS pour essayer en tout cas d'être les ponts et acheminer l'aide humanitaire aux personnes qui sont touchées aujourd'hui. Le directeur général de l'OMS parle donc du danger qui est aussi lié au fait que cette souche a été détectée trop tard. On parle de à peu près un délai de 10 jours qui n'aurait pas été respecté pour lancer l'alerte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord parce qu'il faut parler aussi du temps de délai d'incubation de cette maladie qui prend 2 à 21 jours. Vous voyez, vous pouvez être contaminé, mais il faut 2 à 20 jours pour que les symptômes puissent s'afficher. Et la dangerosité, encore une fois, les symptômes s'apparentent aux symptômes de la malaria. Donc, à un certain moment, vous pouvez penser que vous avez le paludisme, qui ont des symptômes, l'augmentation de la fièvre, des céphalées. Et après, pendant que vous souffrez déjà de l'Ebola. Et donc, il y a cette confusion-là, symptomatique aussi, qui fait assez qu'il y ait ces retards. Et moi, je confirme cette hypothèse responsable de l'OMS. Alors, il y a aussi des critiques qui viennent de part et d'autre de la communauté scientifique et médicale qui nous avancent l'hypothèse, la thèse du fait que les initiatives humanitaires qui travaillaient, qui marchaient en RDC ont été abandonnées finalement. Comme par exemple l'initiative USAID américaine qui n'est plus financée depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Donc est-ce que ça a apporté un coup significatif donc, dans la lutte contre le Ebola en RDC? C'est un coup fatal, qu'on peut dire, parce que l'USAID finançait carrément la majorité des ONG qui aidaient le ministère de la Santé dans l'intervention rapide sur le terrain, au niveau de la base, parce que la RDC est tellement vaste. Et pour acheminer les soins des bases vers le périphérie, c'est très compliqué. Et donc, on avait recours à des ONG, des organisations non gouvernementales qui travaillent en collaboration avec l'USAID, qui étaient financées. Et donc, allez-y comprendre que c'est un coup fatal pour la République démocratique du Congo de pouvoir gérer cette épidémie à ces stades d'où il faut des nouveaux partenariats. Donc on peut dire aujourd'hui qu'une part de responsabilité incombe donc au fait que ce programme a été abandonné.
Évidemment. Ce programme a été abandonné et je pense dans les cadres sanitaires, dans la solidarité internationale, il faut réfléchir en tout cas pour que ces protocoles puissent revenir sur table parce que ça sera un danger pour le pays comme la République démocratique du Congo. Est-ce que la population congolaise est informée suffisamment contre des dangers et des gestes à appréhender pour lutter contre le Ebola, parce qu'on a vu ces attaques contre les centres hospitaliers, contre les tentes où ces malades étaient traités. Il y a une partie de la population même qui a mis le feu à ces hôpitaux. Pourquoi ces réactions? À quoi elles sont dues? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est de la colère qui surpasse ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la politique du pays? Comment vous pouvez le qualifier? Alors, il faut d'abord savoir que l'information sanitaire passe par les leaders d'opinion, les leaders publics, les influenceurs de base. Mauvaise et donc, perception. Quand les influenceurs sont fâchés, quand ils ont la mauvaise perception, ils ne savent pas en fait à quoi s'attendre. Hein. Ils se fient à ce qu'ils pensent. Parce qu'il faut savoir que l'idéologie traditionnelle reste encore dans les cœurs de certains. Et donc, ils pensent par exemple que le virus Ebola a été inventé de toutes pièces. Et donc, c'est pourquoi ces rejets-là, ces rejets communautaires, mais aussi un rejet de plus en plus politique, parce que la population souffre de ces côtés-là. C'est les régions qui sont impactées aujourd'hui. Nous parlons de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu. Ce sont les régions qui sont en proie à la guerre actuellement. Nos Nord et Sud Kivu sont pris par les rebelles. Et l'Ituri, qui est aussi le bastion, en tout cas, de grandes rébellions que la République démocratique du Congo a connues. On a également beaucoup parlé des mœurs, des traditions locales qui supposent, par exemple, un certain cérémonial dans les enterrements. Là où des grandes processions suivent le défunt, le cercueil, alors il faut le toucher. Il y a beaucoup de toucher, donc il y a beaucoup de contacts qui se propagent malheureusement. Alors des règles sanitaires qui ne sont pas forcément respectées. À combien estimez-vous donc la propagation de ce virus? Est-ce que ça c'est important? Oui, voilà, parce que la mesure que nous avons actuellement pour lutter, pour diminuer en fait l'avancée de ces virus, c'est le mesure barrière. Et on n'a pas d'antidote pour le moment. Et donc, si les mesures barrières ne sont pas respectées, l'incidence va monter. Parce qu'il faut noter que le 23 mai, l'incidence était à plus de 10 patients par jour. Et donc, si cette incidence va monter, nous allons nous retrouver, en tout cas, le pays va s'enflammer de ces virus et nous aurons du mal à gérer ça dans un contexte sociopolitique qui est tellement compliqué. À combien estimez-vous la pénétration entre frontières, donc tout ce qui fait frontière avec la RDC, est-ce qu'il y a un risque de propagation dans la sous-région et est-ce qu'on peut parler d'une menace globale, donc au niveau mondial, comme c'était le cas avec la Covid? Alors justement, mais heureusement, certains pays voisins étaient prudents. Par exemple, nous parlons du Rwanda, nous parlons évidemment de l'Ouganda et quelques pays frontaliers qui ont essayé en tout cas de bloquer le passage actuellement. Et donc là, c'est la Tanzanie qui n'a pas encore fait cela, qui met les gens en quarantaine, parce que la quarantaine de ce virus demande en tout cas 21 jours pour se rassurer en tout cas que toutes les personnes sont saines et sauves. Et donc, actuellement, ces mesures qui ont été prises par le pays voisin peuvent stopper en tout cas la propagation régionale si il n'y a pas les gens qui vont outrepasser ces mesures. Alors, vous êtes aujourd'hui à Moscou dans le cadre d'un forum sur la sécurité. Il y a aussi un autre volet de ce forum qui consiste en la sécurité épidémiologique aussi. Alors, est-ce que, concernant la lutte contre le Ebola, on peut donc espérer une interaction avec les spécialistes russes, comme c'était le cas avec le vaccin contre la Covid, qui était en partie donc inventé et qui a fait ses preuves ici en Russie? Alors, pour parler de cet antidote qui a été inventé par la Russie, Sputnik 5, qui a été le premier en tout cas dans les années 2020. Alors je pense que la Russie reste un partenaire
actuellement des tailles pour aider le pays en souffrance, les pays qui connaissent le virus Ebola. Alors pour revenir sur le forum, il faut dire que c'est un moment très particulier pour les pays africains de nouer des relations bilatérales dans le cadre sanitaire. Et sanitaire parce que nous devons profiter de l'expérience RIS en matière d'antidote. Et donc aujourd'hui, l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, devrait normalement s'avancer vers la Russie pour essayer de puiser sur ses connaissances, sur son expérience. Vous devez noter peut-être qu'il y a quelques mois, il y a des médecins russes qui étaient en République démocratique du Congo, entre Bunia et Kinshasa, qui donnaient les formations aux autres professionnels de santé, mais aussi qui donnaient des soins médicaux à des patients. Donc je pense que c'est des signaux importants pour que la RDC puisse se tourner maintenant vers la Russie, pour que la Russie puisse donner entièrement son expertise en toute liberté. Il faut être nombreux, il vaut mieux être nombreux pour lutter en tout cas contre ce fléau. Merci beaucoup encore une fois à vous de nous avoir expliqué donc, comment il se propage, d'où il vient et les gestes à adopter en tout cas et politiques et sociaux pour la lutte contre le Ebola aujourd'hui en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup. Je rappelle, John Nyunda Bousemoké, journaliste et spécialiste de la santé publique, en direct avec nous ce soir depuis Moscou même. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être passé sur RT. Merci à vous.